À la une ce soir, le ton est monté ce matin entre les employés de Mosaïque et le collectif d'usagers qui s'est présenté au siège de la CFTU. Des tensions qui compromettent un retour serein de l'activité sur le réseau. Le torchon brûle au sein du conseil d'administration du comité martiniquais du tourisme. Salaire, frais de mission, certains pointent du doigt un budget exorbitant. Karine Mousseau, sa présidente, s'est expliquée aujourd'hui. La carte des sols contaminés au chlordécone a été dévoilée et mise en ligne ce matin. 37% de la surface agricole a été analysée. Sainte-Anne et Grand-Rivière sont les communes les plus touchées. Et puis nous parlerons du nouveau projet de l'association Amazon, ces bénévoles qui accompagnent les femmes atteintes de cancer. Leur nouveau nid a ouvert depuis peu. Nous en parlerons avec la présidente de l'association, Alexandra Arnay. Voilà, vous la voyez. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition. Je vous le disais, après plus de 3 semaines de grève sur le réseau Mosaïque, c'en est trop pour les usagers. Ils sont montés au créneau ce matin, comme annoncé hier sur les réseaux sociaux. Rassemblés devant la gare de la Pointe-Simon, ils se sont ensuite rendus au siège de la CFTU pour exprimer leur ras-le-bol, mais se sont heurtés aux employés du réseau. Un comité d'accueil courroucé, Johan Boulard. Face à face musclé entre les chauffeurs de la CFTU et les manifestants. La presse non plus n'est pas la bienvenue. L'issue d'une mobilisation débutée un peu plus tôt, les manifestants ne sont alors qu'une poignée. Nous ne pouvons pas vivre dans notre pays. Moi-même, je n'ai pas besoin de ça. Mon garagiste, je fais mes garagements pour supporter le peuple. Et tu es mon nom de bout qui a parlé par inutile, qui a dit bêtises. Je ne suis pas d'accord. Qu'importe le petit nombre, direction le siège de la CFTU. Objectif, repartir avec des garanties. La circulation des bus dès demain. Deuxième chose, discuter en fait des modalités de remboursement sur le mois que les usagers en fait ont perdu. C'est une souffrance globale et puis nous, bon, et puis ça, ouais. C'est pas pire ça, nous pas là pour agresser madame, non, nous pas là pour agresser personne, nous là pour revendiquer des droits. Après une brève médiation, Lise Moutamal, directrice de l'entreprise, recevra finalement une petite délégation. Les autres, restés à l'extérieur, ne décolèrent pas. Nous avons un ras-le-bol de ce fonctionnement incessant en Martinique, où les transports ne fonctionnent pas, ça n'avance pas. Et le problème, c'est que là, on vient demander pour quelles raisons les gens ne sont pas remboursés et on se fait agresser dès l'entrée. Les femmes ont des déplacements compliqués. Elles doivent aller emmener des enfants à l'école, elles doivent aller travailler et en plus elles font des courses. Et on les voit avec des sachets lourds, des personnes âgées qui sont aussi des femmes parce qu'on sait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Donc nous disons que ce n'est pas normal qu'on pénalise des gens. C'est vrai que le droit de grève, on doit le respecter, mais c'est normal que les gens fassent grève. Mais l'intérêt général est important. Pensons aux usagers et aux usagères. L'entrevue sera finalement écourtée. Les protestataires évacués manu militari. Les membres de la CFTU même, donc, qui ont décidé d'arrêter la réunion. Donc ils nous ont... Voilà. Une décision justifiée selon les salariés. Si les usagers sont babillés par rapport à la situation actuelle, ça nous dit tout simplement, c'est que nous ne pouvons pas travailler en impression. C'est tout. Si une réunion, diverses réunions, il y a des réunions et puis la direction, il y a des fait externe à l'entreprise. Ce n'est pas normal, nous on doit retrait. Par rapport à ça, ce n'est pas nous non plus aussi qui fait que situation comme ça. Il y a un conflit sur l'ensemble du réseau. Les premiers partis qui commencent à faire conflit, c'est les co-traitants et les sous-traitants. La reprise de l'activité semble bien compromise pour demain. Pour l'heure, la direction n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet, pas plus d'ailleurs que sur celui du dédommagement des abonnés. Ce drame survenu hier soir au quartier Haut-du-Port à Fort-de-France, un homme de 28 ans a été tué par arme à feu, touché au thorax. Il est mort sur le coup. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Les auteurs du crime sont activement recherchés. Et on reparle de cette affaire, celle du meurtre de Jacques Marliassi, mortellement percuté par le véhicule de sa femme le 30 mars dernier à Rivière-Salée. Déjà mise en examen pour homicide involontaire, la jeune femme a finalement été placée en détention au centre pénitentiaire de Ducos hier soir après l'appel
du parquet. Et puis l'identité du chauffeur qui a percuté une femme de 45 ans au quartier Bois-Rouge à Ducos est désormais connue de la justice. Foyalé, sans antécédent judiciaire, a avoué avoir percuté la piétonne et avec sa compagne avoir maquillé la scène. Une information judiciaire est ouverte. Toujours au chapitre judiciaire, on l'a appris hier soir, Philippe Ponsard, le meurtrier présumé de l'enseignante Francette Pierre-Émile, a été admis en chambre carcérale à l'hôpital de Laménard. Il aurait subi une intervention chirurgicale suite à une détérioration de ses artères fémorales. Philippe Ponsard, qui est en attente de son procès aux assises en octobre prochain. Le conseil d'administration du comité martiniquais du tourisme avait lieu lundi dernier et depuis, la polémique enfle autour des frais de mission, salaires, d'aide sociale. Le budget aurait explosé au sein même de la majorité. Certains parlent d'une manœuvre politique. Les explications de Sandrine Claude. Cette campagne répond au débat d'orientation budgétaire qui a été validé lors du conseil d'administration du 27 novembre 2017. Que tous les élus du conseil d'administration ont été informés par mail du lancement de la campagne. Une campagne digitale à 250 000 € qui fait polémique. Lundi, lors du conseil d'administration du CMT, plusieurs membres se sont dit surpris de ne pas avoir été consultés pour valider son financement. Karine Mousseau affirme pourtant le contraire, mais ne dément pas le passage en force. Le vote de notre budget a été retardé par rapport au vote de celui de la collectivité. Donc nous avons dû prendre des décisions avant le vote du budget, pas seulement pour cette campagne d'ailleurs, pour des salons, pour pas mal d'actions que nous avons déjà faites pendant les 4 premiers mois. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile puisqu'on prend le risque, entre guillemets, de ne pas être suivi ensuite en CA. C'est un passage en force, justement, que vous assumez aujourd'hui. Disons que j'assume surtout d'avoir pris ces décisions parce que nous ne pouvions pas rester sans rien faire pendant 4 mois. C'est la destination qui en aurait vraiment pâti. D'une manière générale, ce sont les dépenses du CMT qui sont pointées du doigt. Selon ses représentants, les frais de fonctionnement auraient pourtant diminué de 600 000 € sur le budget de 12 millions. Sauf que ces derniers mois, il y a aussi eu 4 embauches et des indemnités salariales versées. Des dépenses qui ont poussé une partie du Conseil à s'abstenir lors du vote du budget. Karine Mousseau ne fait plus l'unanimité. Pour Yann Monplaisir, le conflit est avant tout d'ordre politique. Peut-être que certains n'osent pas s'affirmer au sein de l'Assemblée de la collectivité, craignant les foudres de Jupiter, et que peut-être qu'ils viennent ici reporter un débat qu'ils n'osent pas avoir là. Je pense qu'il y a une manœuvre politique. Cette manœuvre politique visait à essayer de créer une dissension entre le président de l'exécutif, Alfred Marie-Jeanne, et moi-même. J'ai pour ma part voté le budget de la CTM, présenté par le président Alfred Marie-Jeanne, en expliquant que j'avais des divergences quelquefois sur certains points, qui ne me paraissaient pas suffisamment déterminants, en tout cas, pour que je puisse mettre en péril notre majorité, notre contrat. Ici, certains n'ont pas voté le budget de la présidente, qui a quand même été voté, puisque les professionnels lui ont fait confiance, un certain nombre d'administrateurs lui ont fait confiance. Mais ceux qui ont mené cette manœuvre politique visaient sans doute à essayer de créer une situation politique un peu complexe et visaient sans doute à mettre à mal l'union que nous avons ensemble souhaitée. Au sein du conseil d'administration, ce sont principalement des élus du Grand Assemblée qui sont à l'origine de la polémique et qui n'auraient pas validé le budget tout de même adopté. Sollicités par notre équipe, les élus en question affirment vouloir s'exprimer ultérieurement sur le sujet. Toujours au chapitre politique, la Martinique compte désormais 2 femmes députées. Manuela Kéclermont-Désir remplace donc Bruno Nestor Azero à l'Assemblée nationale. Elle occupe le fauteuil depuis lundi. Bruno Nestor Azero a été contraint de démissionner de la députation puisqu'il est également maire de Sainte-Marie, comme l'exige la loi de non-cumul des mandats. Et on connaît désormais précisément les communes les plus touchées par le chlordécone. Le comité de pilotage du même nom et le préfet ont dévoilé la carte réactualisée des sols contaminés ce matin. Elle est depuis disponible sur Internet. 37% des terres agricoles utiles ont été analysées. À Grand-Rivière et Sainte-Anne, plus aucune parcelle n'est saine. Loïc Régis.
Voici la cartographie des zones examinées pour le moment. 37% des terres agricoles utiles. En vert, les zones faiblement contaminées. En jaune, les moyennement contaminées. Et en orange, les fortement contaminées. Au total, 8700 hectares analysés. Un état des lieux incomplet selon certains militants écologiques. Il faut faire des analyses systématiques et pas seulement sur le SAU. Le SAU, c'est surface agricole utilisée. Il faut le faire aussi sur les terres en friche, parce que ce sont ces terres-là qui sont les plus susceptibles de ne pas être polluées, puisqu'il n'y a pas eu de banane. Donc, par conséquent, on est complètement à côté de la plaque. Seule certitude pour l'instant, de Grand-Rivière à Sainte-Anne, aucune commune n'est épargnée. L'éternelle question du futur des agriculteurs se pose. Repenser l'activité pourrait être une solution. Ce sont les petits, c'est-à-dire les pêcheurs, les agriculteurs, qui n'ont pas posé de chlordécone dans le sol et qui sont les victimes. Donc ce sont les doubles victimes d'une situation. Donc il faut qu'il y ait une mobilisation des acteurs d'une manière générale, mais plus particulièrement de la collectivité territoriale de Martinique, pour prendre l'initiative d'un plan de développement agricole durable et surtout tourné vers le bio, qui tienne compte de la réalité de la chlordécone. Comme ça, on repart positivement tous ensemble sur la base de malheur. Malgré la présence de molécules de chlordécone dans une partie des sols, ils restent exploitables selon le préfet. En fonction du niveau de contamination, il conviendrait d'adapter les cultures. Les agriculteurs martiniquais peuvent cultiver sur des sols qui ont de la chlordécone. Simplement, il faut prendre des précautions. On ne cultive pas des cultures dites sensibles sur les sols qui ont le plus de chlordécone, notamment les cultures dites racines. En revanche, tout ce qui est culture maraîchère et fruitière peuvent être cultivés sur ces sols les plus contaminés. Les données sont consultables et accessibles à tous en ligne via la plateforme CartoGéo Martinique. Des éléments qui devraient encore évoluer au fil du temps. Les analyses de sol se poursuivent. On évoquait hier l'impact considérable des algues sargasses sur la population et l'évacuation du collège Robert III au Vauclin. Très touchés également, on tente d'endiguer le fléau. Aujourd'hui, ce sont 5 personnes en probation qui sont venues prêter main forte sur demande du préfet à la direction départementale du service pénitentiaire d'insertion. Le dispositif devrait être prochainement étendu à d'autres communes. Voyez ces réactions et ces précisions face à la caméra de Loïc Régis. Nous, on le fait pour... On n'est pas on est les jeunes, on ne veut pas rester là dans la rue. On essaie de faire un truc pour tout le monde, pour quand la mairie, même le peuple veut voir quand on nettoie. Parce qu'on dit les jeunes ils sont feignants, c'est pas tous les jeunes qui sont feignants. Il y a certains qui veulent travailler, il y a certains qui veulent prendre leurs pieds pour propter leur plage, pour dire demain si je veux que leur pays c'est beau. On a un petit peu des profils variés. Bon, il faut savoir que la peine de travail d'intérêt général, ça concerne des personnes qui encourent une condamnation inférieure à 5 ans, qui doivent effectuer entre 20 heures et 280 heures de travail d'intérêt général, donc pour une commune, une collectivité ou une association. Pour ceux qui sont sur le Vauclin, on a des gens on dit, entre 25 et 40 ans qui étaient tous volontaires. Et aujourd'hui, à Paris, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a réuni à son cabinet les responsables de sa cellule de crise. Après le passage du cyclone Fakir à La Réunion, en tout, ce sont 20 ultramarins qui ont péri depuis septembre dernier lors d'événements climatiques. À l'approche de la nouvelle saison cyclonique, la ministre souhaite prendre des mesures fortes. Voyez ses réactions au micro d'Éric Dupuis à Paris. Je pense que des progrès techniques et technologiques sont toujours possibles. D'ailleurs, Météo France y travaille, d'autres aussi, et nous aussi en prévision. Je crois que ce qui est important, c'est également de pouvoir être réactif et saluer également les ultramarins qui ont cette habitude de pouvoir préparer les événements et surtout de suivre les consignes qui leur sont données. Et c'est quelque chose qui, en termes de réactivité et un terme un peu compliqué qui est celui de la résilience, et la capacité des populations à réagir à un événement, est particulièrement important. Alors, côté Météo France, on donne les informations avec un certain nombre de précisions et notre connaissance de ces informations et des incertitudes associées, ce qu'on donne à chaque fois, et ce qu'on actualise au fur et à mesure de l'arrivée des informations qu'on a eues. On est toujours dans un système d'amélioration continue, à la fois de nos modèles, des observations qu'on peut mettre à l'intérieur pour caractériser un certain nombre de choses, et également des méthodes de prévision.
Les chiffres du chômage pour le premier trimestre 2018 sont tombés et ils sont plutôt encourageants. Le nombre de demandeurs d'emploi en Martinique, toutes catégories confondues, est en baisse de 0,3%, ce qui représente un peu plus de 53 000 personnes. En revanche, sur l'année, le chiffre augmente de 3,1%. Dans l'Hexagone, les chiffres sont stables également pour ce trimestre. Vous les connaissez certainement, les Amazones et l'association du même nom accompagnent les femmes atteintes de cancer. Leur action a été plus que saluée en octobre dernier lors de la campagne de lutte contre la maladie. Et bien aujourd'hui, les Amazones vont plus loin et viennent d'ouvrir un espace de soins et d'écoute gratuit adapté à ces femmes malades et leurs familles. Un havre de paix que nous fait découvrir Yohan Boulard. Regardez. Derrière cette porte, un atelier support de soins oncologiques au féminin. Nadine est atteinte d'un cancer du sein et doit se faire opérer lundi. Quelle ne fut pas sa joie alors de découvrir le nid. J'ai trouvé ça super et donc Karine m'a proposé de venir à un atelier de, je ne sais toujours pas prononcer, Gestalt, pouvoir discuter avec des personnes qui ont déjà vécu ce dans quoi moi j'arrive. C'est un super moment parce que j'ai le ressenti et le vécu de tout un chacun qui me permet moi d'avancer et ça me permet de savoir ce que je veux et ce que je ne veux pas pour l'avenir. Ce matin, elles sont 4 à participer à ce moment de partage. Parcours différents, mais une ambition commune. Vivre et rester femme, même face à la maladie. Avant, je ne me maquillais pas. Déjà, je ne me maquillais pas. Elles m'ont trouvé que garder la tête nue, c'était joli. Alors, je m'attachais, je me cachais et tout. Et elles m'ont dit, mais non, mais pourquoi tu te caches? Je la laisse comme ça. Me maquiller, apprendre à se maquiller. Effectivement, il y a des inconvénients au niveau de la chimiothérapie. Comment y remédier? Le vernis à ongles, quels produits passer sur soi, tout ça. Le nid, un studio transformé en cocon où elles peuvent s'abandonner. C'est-à-dire qu'on a maintenu l'idée du lien proposé par Amazon, on a maintenu le lieu où on se sent en sécurité, où une émotion peut être vécue sans se sentir en danger, sans non plus être rejeté ou être jugé, ou en tout cas se sentir jugé. Donc c'est un endroit très sécure et c'était ça l'objectif aussi, de se trouver à un endroit où on est comme dans un cocon, qu'on soit seul dans une pièce ou qu'on soit entouré. Une idée qui répond à une demande à laquelle il a fallu trouver une solution rapidement. Il y a de la documentation, il y a un espace bibliothèque effectivement qui permet de s'informer tout simplement, ou des livres de développement personnel qui permettent de se sentir mieux. Donc c'est ouvert à tout le monde. À noter que la structure ne s'adresse pas qu'aux femmes atteintes de cancer du sein et fonctionne pour le moment uniquement sur rendez-vous. Et nous sommes avec la présidente de l'association, Alexandra Arnay. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce nid de soins et d'information est le premier du genre en Outre-mer. Ouais. Accompagner des personnes malades durant leur combat, ça demande de certaines compétences et des locaux adaptés. Est-ce que le chemin était difficile pour ouvrir la structure? Alors, je ne dirais pas que... Pour moi, c'est à la fois simple et compliqué. Simple parce que pour créer ce havre de paix, ce cocon, il a suffi, j'emploie ce terme, suffit de demander l'aide des Martiniquais, demander leur accompagnement. Et quand on a demandé, on a reçu. On a reçu énormément de soutien, beaucoup de bénévoles, etc. Par exemple, le lieu où se tient désormais les ateliers, les rendez-vous et les rencontres est un studio qui nous a été mis à disposition gracieusement pour l'année par des privés, par des Martiniquais, qui nous ont dit, voilà, on va vous accompagner, on va vous aider. C'est très rare, ça, comme initiative. Mais est-ce qu'on leur demande? C'est très rare, je ne sais pas si c'est très rare. C'est rare, oui. Mais en même temps, je pense qu'on sent la sincérité, on sent le besoin qu'il y a il y a cette énergie qui circule au sein de notre association. Et puis, je pense que les Martiniquais ont envie de faire leur part dans le bien-être et de prendre soin les uns des autres. Parce qu'il n'y a pas que la période d'octobre rose. On n'est pas malade qu'en octobre, et c'est souvent ce qu'on dit au sein de l'association. C'est vrai que vous avez parlé de l'événement que nous avions organisé en Octobre Rose, qui avait effectivement eu beaucoup de succès, drainé beaucoup de monde. Et quand l'événement s'est terminé, les femmes, plus de 350 femmes ont été suivies et leurs familles nous ont dit, mais on peut vous retrouver où ?
Alors on leur disait, mais on a un site internet. En fait, c'est comme si on ne disait rien. Mais ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Et on s'est retrouvés face à une responsabilité, en fait, quelque chose d'urgence, une urgence. Et vous savez, quand on est passé par là, comme la majeure partie des Amazones, des personnes qui font partie de cette association désormais, on sait. Et alors justement, comment se passe la prise en charge de ces femmes que vous accompagnez quand on est sous chimiothérapie? Souvent, l'estime de soi n'est plus vraiment au rendez-vous. On est parfois malade à cause du traitement, on perd ses cheveux. Au-delà des soins, qu'est-ce qu'il est important de leur donner? Alors, au-delà des soins, parce que c'est vrai qu'il y a le monde médical qui soigne avec des médicaments, avec la chimiothérapie, la radiothérapie et les différentes étapes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le cancer est une maladie qui se soigne, on en guérit à 90%. Et à côté de ça, le mental est primordial. C'est-à-dire qu'il y a un médecin qui m'a dit, Madame Arnay, on sait comment traiter ce que vous avez, c'est 50% du chemin, mais à 50%, c'est vous. C'est un moment où, encore plus qu'un autre, on a besoin de se faire chouchouter, on a besoin de se sentir en confiance, on a besoin de se sentir renforcé. Comme on le voyait dans le reportage exactement dans juste avant. Cette dame qui vient, qui disait moi je me maquillais jamais. Et là, finalement, elle est belle. Oui, très belle. Elle est belle. Et donc, voilà, donc il y a aussi des kinés. Il y a des kinés, exactement. Alors, pareil, tout à fait. Il y a des kinés, il y a des professeurs de méditation, on fait de la sophrologie, des ateliers d'attachés de foulard. On a également des séances où on apprend à se maquiller, parce que c'est vrai qu'avec la maladie, on perd ses sourcils, on perd ses cheveux. Donc, il y a des techniques pour permettre de mettre en valeur le visage différemment. Et c'est toujours... on a déjà commencé les ateliers depuis le 15 avril. Et les différents intervenants qui ont déjà eu l'occasion de donner des ateliers là-bas nous disent au début, elles sont toujours un peu, les Amazones, les femmes qui viennent, un peu en retrait, à pas savoir trop où elles vont tomber. C'est normal, c'est un moment où on se sent fragile. Au fur et à mesure, la parole se libère. Au fur et à mesure, les sourires commencent à éclore. Et justement, alors tout le monde est bénévole dans la structure. Tout le monde est bénévole dans la structure. Et ces femmes malades, elles peuvent venir une fois, tous les jours. Comment ça se passe? Alors, on est tous bénévoles dans l'association, c'est-à-dire que les personnes qui accompagnent, qui répondent au téléphone, etc., on tient cependant à payer les intervenants, parce que c'est leur métier. Et donc, on arrive à faire tout ça grâce à des dons, grâce au soutien des Martiniquais, grâce à des entreprises, puis on l'espère aussi grâce au soutien des collectivités. Et c'est une façon aussi pour nous de prouver, parce que jusqu'à présent, le nid, par exemple, n'existe que grâce, par exemple, à une entreprise qui, en octobre, qui s'appelle Abadi, je le dis, qui nous a... Bon, pas de marque normalement, mais on fait une exception. Désolée, mais qui nous ont quand même donné 4 500 € en octobre. C'est grâce à cette somme qu'on ouvre ce studio. C'est vraiment... et après, on l'a rénové pendant près d'un mois, pendant le mois de mars, tous les week-ends. Donc, il a fallu sacrifier les week-ends. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est simple et compliqué. Compliqué parce que ça signifie des sacrifices. Parce qu'il y a l'envie, mais il n'y a pas toujours les moyens. Il n'y a pas toujours les moyens. Alors, ça signifie certes des sacrifices. Bon, j'ai pas pu aller dans des anniversaires, dans des week-ends à la grillade au bord de la mer. Mais quand on voit ces femmes, quand on voit cette femme qui commence son parcours de soi, quand on voit cette femme qui dit « avant je me cachais et aujourd'hui voilà, je suis émue parce que je me dis yes ». Et au final, vous aidez combien de femmes par an globalement? Et vous espérez en aider combien là, avec le nouveau nid? Figurez-vous que sans communiquer, en commençant tout doucement, discrètement, on a à peu près 30 femmes qui nous appellent tous les mois depuis octobre en disant « mais quand est-ce que ça ouvre, quand est-ce qu'on vous voit ?» Et depuis qu'on a commencé, on voit à peu près une vingtaine de femmes par semaine, ce qui est juste énorme pour une association. Et l'objectif d'Amazon, c'est une maison, parce que le studio nous était prêté gracieusement pendant un an. C'est déjà énorme, c'est un geste formidable de ces propriétaires, mais on sait bien que ça ne peut pas se pérenniser. Donc l'objectif, c'est d'avoir une maison dans laquelle on pourra accueillir et d'avoir, pourquoi pas, des employés qui à terme, tout à fait. Et simplement pour terminer, voilà, l'inauguration du nid, ce sera samedi. On ne dit pas inauguration, on dit crémaillère. Crémaillère, très bien. Eh bien, on y sera peut-être. Merci beaucoup, Alexandra Arnay, d'être venue nous voir. Restez avec nous. Dans un instant, nous irons à la rencontre de Paul Morin, ancien nageur professionnel et triathlète, plusieurs fois médaillé d'or. Aujourd'hui, à la retraite, il nous racontera son parcours. Nous parlerons ensuite tennis avec le tournoi international junior qui se poursuit. Nous ferons un point sur ces deux derniers jours de compétition. Et puis dans votre JT des communes, nous irons au Lamentin, au quartier Sarraut, en partie coupé après des éboulements causés par les inondations, vous le savez.
Mais pour l'heure, direction la Guyane, où l'on va s'intéresser au contenu de nos assiettes. Une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation met en relief la présence de dizaines de substances toxiques dans nos aliments au quotidien, plomb, métaux lourds, pesticides. Alors les produits bio sont-ils la réponse à une alimentation saine et peuvent-ils protéger nos enfants? Chris-Laure Phillips a posé la question à une chef. Regardez. Les produits bio prennent de plus en plus de place dans les habitudes de consommation des Guyanais et dans les étals de nos supermarchés. Mais s'ils sont conseillés pour les adultes, les enfants dont le système est encore en développement peuvent-ils se laisser tenter par la mode du bio? Les supporters de ce type d'alimentation mettent en avant l'absence d'additifs et de produits chimiques, des caractéristiques qui sont les principaux atouts de la nourriture biologique. Alors je les fais surtout prendre conscience que le bio, surtout le bio, parce que le bio, maintenant, on est appelé à se donner, comment je vais dire, à revenir sur le bio, hein, puisque, bon, maintenant, que voulez-vous, hein, c'est... Tout ce qu'on mange est rempli d'additifs, de conservateurs, de rehausseurs de goût, et c'est pas toujours bon pour la santé. Les plus petits, quant à eux, ne sont pas en reste, bien conscients des bienfaits de l'alimentation bio. Ils ne se font pas prier pour déguster des plats qui, selon eux, prennent soin de leurs papilles, mais aussi de leur santé. Eh ben, j'ai appris que les bio avaient aussi leur goût et que ça nous permettait par exemple, que notre ventre a une meilleure digestion et c'est bon pour la santé. Le bio, qui participe aussi à la protection de la biodiversité des plantes et des animaux, semble avoir de beaux jours devant lui. Affaire à suivre. De retour chez nous avec du sport. Samedi dernier, le club sportif du Carbet mettait à l'honneur d'anciens champions de la commune. Ce soir, nous allons donc à la rencontre de Paul Morin, ancien nageur de haut niveau et triathlète plusieurs fois médaillé d'or. Il nous a ouvert les portes de son havre de paix pour évoquer sa carrière. Son portrait est signé José Lechertier. Paul Morin a façonné sa réputation en natation. À l'âge de 18 ans, il atteint un niveau digne des plus grands champions et défraie la chronique. Paul est champion de France de 1997 à 2001, champion d'Europe en 1999, champion du monde en 2000. À 24 ans, il met un terme à la compétition en bassin et se consacre à la natation en eau libre. Il parcourt la Caraïbe et devient champion de la Caraïbe. À 35 ans, il s'intéresse à une autre discipline, le triathlon. Il se souvient encore du tout premier triathlon de Martinique organisé par la ville de Saint-Pierre. Les gens pensaient que, comme je ne savais pas courir, que mon point faible c'était la course à pied. Mais c'était mal de me connaître. En natation, j'ai tout donné, quoi. J'étais champion, ancien champion. J'ai pris beaucoup d'avance. En vélo, j'étais un moyen en vélo, très bon rouleur. J'ai limité les dégâts et comme la course à pied, c'était le tour de la ville de Saint-Pierre qui faisait 4 km, 4 km 5. Vu mon avance, j'ai pu terminer cette course en marchant. Un exploit qui a fait couler beaucoup d'encre et suscité la jalousie de ses pairs. Quand le triathlon s'est développé en Martinique, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les dirigeants de triathlon, ceux qui organisaient les triathlons. Comme ils savaient que je dominais la natation largement, je sortais avec pas mal de minutes. Au lieu d'avoir 1500 mètres de natation, j'avais à peine 800 mètres, 700 mètres de natation. Et le règlement, c'est 1500 mètres. Il y avait 40 km de vélo. Même 42 à vélo, il n'y a pas de problème. Et en course à pied, c'était 10 km et j'avais 12-14 km en course à pied. Alors, je me faisais rattraper sur la fin, c'est pourquoi. Mais s'il y avait la distance réglementaire, je pense que j'allais dominer le triathlon pendant pas mal d'années. Les embûches n'ont fait qu'animer sa passion pour ce sport. Éducateur premier degré en natation au cercle nautique des nageurs du Carbet, Paul a formé des générations de nageurs et de triathlètes. J'étais un des piliers du triathlon martinique. J'étais le premier à ramener du monde à faire du triathlon. Quand on parle de Jean Morin était formé par moi. C'est moi qui l'ai initié au triathlon. Les Théo Solaire, les Meserois, même des vétérans, les Norca et pas mal de vétérans. Le sport fait partie intégrante de sa vie. Chaque jour, il parcourt une dizaine de kilomètres à vélo et 2 km de nage. Son nouveau petit plaisir, les sorties en kayak avec sa petite femme.
Du tennis, à présent, le tournoi international junior a débuté depuis samedi. Vous avez pu vivre les matchs le week-end dernier. La compétition bat son plein, mais les têtes de série ont été bousculées. Retour sur ces 2 derniers jours de compétition avec José Lechartier. Pour cette 3e édition du tournoi international junior, ce sont les filles qui ont ouvert le bal. La tête de série numéro 1, Remika Ohashi, a bien failli perdre quelques cordes à sa raquette. Laia Petetric lui a proposé une belle résistance. Mais à l'expérience, Ohashi s'est imposé sur le score de 6-4, 4-6, 6-5. La tête de série numéro 2, Maria Tanasescu du Canada, a éliminé Annie Kattenberg des USA en 2 sets bien accrochés. Le même scénario s'est déroulé chez les hommes. La tête de série 1 et 2 ont assuré leur qualification avec plus ou moins de difficultés. Kossu des USA est passé à 2 doigts de l'élimination face à un Arthur Fils, un Français prometteur. Moins de chance pour les têtes de série 3 et 5. Le Français Tom Leblanc-Claviri et l'Australien Charles Dosseter sont définitivement éliminés. Ils tenteront leur chance en double. La compétition suit son cours. Vendredi et samedi après-midi, nous connaîtrons les grands vainqueurs. Eh bien, il est temps de se rendre dans vos quartiers tout de suite, le JT des communes. Et nous partons au Lamentin. Une semaine après les fortes pluies, le quartier Sarraut porte encore les stigmates des éboulements causés par la pluie. Certaines routes sont coupées. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. Depuis une semaine, c'est beaucoup de travail pour les services techniques de la mairie du Lamentin. Il faut dire que le quartier Sarraut où nous sommes est pratiquement sinistré. Beaucoup de maisons ont connu des dégâts, des escaliers qui se sont affaissés. D'ailleurs, nous allons voir le cas de M. Jeanville. Sarraut, le quartier compte un peu plus de 2000 âmes. En circulant sur la route principale, partout les traces du mauvais temps sont encore visibles. Comme ici, c'est carrément tout un escalier qui s'est effondré. Les occupants de la maison ont dû déserter l'endroit. Depuis Dine, on a déjà eu effectivement un premier éboulement. Avec Maria et Yoma, ça a continué à descendre. Et depuis lundi dernier, voilà dans l'état où nous sommes. Et j'habite là-haut. Et finalement, j'étais obligé de déménager, pratiquement de m'en aller. Cette vieille maison, M. Jeanville l'a eue en héritage. Avant, elle appartenait à sa mère. À l'époque, chacun pouvait s'établir ici ou là, sans tenir compte de la dangerosité au nom du terrain. Cette parcelle se trouve en zone rouge, c'est-à-dire zone non constructible. Aujourd'hui, la mairie du Lamentin se voit dans l'obligation de faire face à cette douloureuse situation, déjà en procédant au relogement des personnes sinistrées. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir de plus en plus la terre partir et bien sûr, bientôt la maison. Donc, il était question, il y a 30 ans de ça, de faire un mur. Or, ça n'a jamais été fait. Donc, il faut savoir qu'il y a des bus scolaires qui passent par ici. Il y a beaucoup d'habitants par ici et les infrastructures, tous les ouvrages datent d'environ 50 ans passés. Dès lors, on peut comprendre le désarroi de l'homme qui a grandi ici et qui y menait jusque-là une petite vie tranquille à l'abri d'une végétation généreuse. J'aurais souhaité qu'effectivement qu'on puisse sécuriser le lieu, mais par ailleurs, au moins me permettre de venir ici. Une situation qui illustre bien la réalité dans le secteur Sarraut-du-Chêne. Des opérations de nettoyage ont eu lieu tous ces temps-ci, mais pour beaucoup de familles, c'est peut-être déjà une page qui s'est définitivement tournée. En tout cas, M. Jeanville, nous avons pas de problème. Nous avons bonne force, nous savons que la raide. Et puis on espère que les autorités auront entendu cet appel, ce cri de détresse. Ok. C'est un quartier sinistré. Hein? Non, c'est un quartier en sursis. En sursis. À bientôt. Voilà, à bientôt. Bye bye. Bye bye.
Et puis vous le savez, les appels aux dons se multiplient pour venir en aide aux familles sinistrées suite aux inondations. Mais attention aux fausses annonces. Alfred Marie-Jeanne, le président du conseil exécutif de la CTM, met en garde la population. Certaines personnes mal intentionnées se font passer pour des agents de la CTM et se présentent directement chez les familles sinistrées. Ces escrocs sévissent également sur les réseaux sociaux. Vérifiez donc bien la provenance des messages que vous recevez. Et puis, comme chaque soir, si vous souhaitez faire un don de sang, notez que demain, jeudi, le camion de l'EFS sera stationné place du marché aux Marins de 8h à 13h. Et puis le reste du temps, vous pouvez vous rendre à l'hôpital Pierre Zobda-Kittmann à la Maison du Don de 8h à 16h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Ne bougez pas, dans un instant, on se retrouve pour Rendre chez PIA. À tout de suite.